La Bretagne, chacun ici le sait, beaucoup d'entre nous l'ont vécu, a connu une véritable révolution dans la deuxième moitié du XXe siècle, siècle précédent. Révolution économique et sociale qui l'a fait sortir d'une société traditionnelle à dominante rurale pour entrer dans la modernité. Révolution économique et sociale qui a cependant comme condition et comme dimension essentielle aussi une véritable révolution culturelle éducative qui va amener la Bretagne d'ailleurs en un demi-siècle dans les tout premiers rangs des régions françaises en termes de réussite scolaire. L'excellence scolaire bretonne va faire l'objet d'études d'ailleurs fin 20e. Excellence scolaire qui se traduit par des taux d'accès à partir des années 70-80 au niveau bac et de volonté de poursuite d'études tout à fait exceptionnelle au niveau du territoire national. Et qui va donc se prolonger, cette révolution éducative, au-delà du primaire, du secondaire, à partir d'un certain moment, jusqu'au niveau post-bac, au niveau de l'ensemble des formations supérieures, avec tout ce que cela induit. Un chiffre simplement pour cadrer cela, beaucoup d'entre vous les connaissent ces chiffres d'ailleurs, en 1945-46, dans l'espace de l'Académie de Rennes, qui à l'époque d'ailleurs couvre 7 départements, dont les 5 Bretons plus la Mayenne et la Maine-et-Loire, à tout casser, il y a 4000 étudiants. 4000 étudiants. En 1995, c'est le terme de l'exposé qu'on va faire ce soir, au moment de la seconde grande poussée des flux étudiants, dans la Bretagne administrative, à 4 départements, il y a plus de 100 000 étudiants post-bac. Je parle sous contrôle de Marcel André, ici présent, qui connaît mieux que moi encore ces chiffres. Ça vous donne la mesure quantitative d'une mutation spectaculaire. Alors, cette, je dirais, poussée exceptionnelle vers l'accès aux études supérieures, cette demande sociale d'études supérieures, bien évidemment, a dû, je dirais, être assumée par ceux qui avaient en charge cette mission de formation, qui est, je le rappelle, d'abord une compétence de l'État en termes constitutionnels, à cette époque comme encore aujourd'hui d'ailleurs. Cette mutation est une mutation que nous devinons, que nous sentons. Il se trouve qu'elle avait été peu étudiée jusqu'à la fin des années 90. Un ou deux colloques par-ci, quelques études partielles, mais pas grand-chose. Et c'est ce qui m'a amené, après 2010, à l'occasion d'ailleurs d'un colloque qui avait eu lieu à Nantes, à me lancer dans un projet de recherche collectif qui a été mené dans le cadre de la Maison des sciences de l'homme de Bretagne, dont l'UBS est partie prenante. Projet qui a été labellisé par la MSHB, qui a été soutenu par elle et par la région Bretagne d'ailleurs, un projet d'analyse historique de ce processus justement de mutation de l'enseignement supérieur en Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors cela impliquait un travail collectif, ce n'est pas un seul individu qui peut engager un travail de cet ordre aussi important, qui n'en est d'ailleurs qu'à sa première étape. C'est ce que j'ai fait avec des collègues de diverses disciplines et des 4 universités bretonnes et de quelques écoles, et d'autres collègues d'ailleurs, y compris extra-bretons, qui ont participé aussi à ce travail. C'est ce qu'on a appelé le projet ESRIB, Histoire de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation en Bretagne, qui a chapeauté tout cela et qui a débouché sur un colloque en 2015 et un ouvrage collectif, donc publié par les PUR, bien sûr, en octobre 2016. Donc, travail collectif qui était centré, alors non pas, ce n'était pas une histoire générale de l'enseignement supérieur, qui est un sujet multidimensionnel. Si on parlait par exemple de la question de la vie étudiante et de la constitution de cette population étudiante bretonne, ou sur la constitution du corps enseignant, il y a énormément de choses à dire. Il a été centré sur la construction du système d'enseignement supérieur. Comment se mettent en place les différentes briques qui vont constituer l'enseignement supérieur en Bretagne, à partir d'un point de départ que vous voyez sur la carte, cette carte de l'Académie de Rennes en 1945, où je dirais, on est en gros en une situation de quasi-monopole rennais avec ses 4 facultés, une ou 2 écoles, pas beaucoup d'ailleurs, hein, l'école d'agro essentiellement, une école de chimie naissante, et 2 éléments périphériques dans l'Académie de Rennes de l'époque, qui sont Nantes, où il n'y a pas d'université, mais il y a quand même une ou 2 écoles, dont l'ENSM, et une école de médecine déjà importante, et Angers, de même, avec une école de médecine, l'ENSAM, et la faculté catholique de l'Ouest, qui est là depuis le 19e siècle. Mais vous voyez qu'en dehors de Rennes, dans ce qu'est maintenant la Bretagne administrative, rien.
sauf les écoles militaires qui, à l'époque, ne font pas vraiment partie du système d'enseignement supérieur. Naval ou Saint-Cyr, qui arrive en 1945 en Bretagne, ce n'est pas vraiment le supérieur au sens où nous l'entendons à cette époque. Donc, construction d'un système avec une caractéristique qui d'emblée, on la devinait mais s'impose, une dimension essentielle qui va nous intéresser parce qu'elle est fondamentale, c'est que cette explosion de l'enseignement supérieur s'effectue à travers un processus de déploiement territorial. Déploiement territorial qui va mettre fin au monopole rennais, même si Rennes va connaître une croissance formidable. Rennes, c'est 4 000 étudiants en 1945, c'est 60 000 en 1995, avec les campus que vous connaissez, de Villejean, de Beaulieu, la nouvelle fac de droit, etc., etc. Donc Rennes croît, Rennes explose, mais ce n'est pas la seule dimension. Et la dimension la plus caractéristique, elle n'est pas propre exclusivement à la Bretagne, mais elle est particulièrement caractéristique à la Bretagne, c'est que cela s'effectue à travers une réponse en termes de déploiement territorial de l'enseignement supérieur. Alors, cette réponse, elle va faire émerger d'autres pôles, bien évidemment, et c'est dans ce contexte qu'il faut resituer le sujet précis qui nous intéresse ce soir, qui est la naissance d'une université en Bretagne Sud. Naissance, j'ai employé le terme improbable, parce qu'elle n'était aucunement inscrite dans les astres, c'est un peu pour provoquer le public, si je puis dire, mais ça veut dire c'est naissance improbable parce que, en soi, c'est quelque chose qui mérite analyse, et analyse historique, bien évidemment. C'est un processus de création qui n'avait rien d'une nécessité, mais qui est devenu une réalité. C'est une réalité problématique au sens épistémologique du terme et que nous allons essayer de mettre à jour. Donc nous allons le faire dans un exposé à deux voix, puisqu'on est ici au siège du Festival Interceltique. On va faire un numéro de Canadiscan avec Lisiane Métayer-Noël, qui a travaillé dans le cadre de cet ouvrage sur précisément ce sujet de l'émergence et des conditions de la création de l'UBS, mais que j'encadre plus globalement dans un mouvement d'ensemble. Alors, première intervention dans ce numéro de Canadiscan, que je prolonge donc, premier point, rappelons quand même le cadre général, les forces profondes et le processus de déploiement territorial qui s'engage. Alors, un mot juste pour ne pas être trop long, je crois que c'est une évidence presque, il y a des forces profondes à l'œuvre derrière tout ça, dans cette révolution de l'enseignement supérieur en Bretagne comme dans d'autres régions d'ailleurs. La force majeure, elle est démographique. Dans la foulée du baby-boom, ça va être l'explosion des effectifs accédant au bac et souhaitant poursuivre des études. Ceci étant, le baby-boom est national, la pression des flux voulant poursuivre des études supérieures en Bretagne à partir des années 60 est en pourcentage beaucoup plus forte, parce qu'il y a clairement, d'une part, une excellence scolaire qui va s'affirmer dans le système primaire et secondaire breton, venant de l'Ouest d'ailleurs et gagnant progressivement vers l'Est, qui donne des résultats en termes d'accès au bac, donc de poursuite d'études, et que globalement, dans la société bretonne, nous le savons, beaucoup d'entre nous en sommes les produits d'ailleurs, il y a une demande d'école et une demande de réussite par l'école très forte dans la société bretonne, qu'on ne retrouve pas partout en France au même degré, même si c'est un phénomène général, mais je dirais qu'il y a une spécificité incontestable. Donc il y a cette poussée des effectifs, il y a un document là sur la courbe qui doit être de Marcel André, je crois bien d'ailleurs, on voit là, un peu plus loin la courbe, vous voyez comment décolle à partir d'un certain moment la courbe des effectifs à partir des années notamment en 55-60, l'explosion des effectifs post-bac dans notre région et voyez cette croissance exponentielle jusqu'au milieu des années 90 très précisément. C'est le cadre chronologique d'ailleurs dans lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc il y a ça comme premier élément. Et puis deuxième chose, alors cette poussée des effectifs, je dirais, c'est comme toujours, et en même temps, c'est à la fois une chance pour la société bretonne et c'est en même temps un défi pour ceux qui ont à le gérer. Une chance parce que c'est un dynamisme démographique, scolaire, de jeunes qui en veulent, en plus, qui veulent poursuivre des études et réussir, mais c'est aussi un défi pour ceux qui ont à affronter, alors ce qu'on va appeler d'un terme qui est à la fois administratif et politique, dans les années 80-90, par sous contrôle Marcel André, la question de l'accueil, la problématique de l'accueil
comment va-t-on accueillir? Mais accueillir, c'est pas seulement leur dire bonjour un matin d'octobre. Accueillir pour qu'ils viennent se former et soient formés dans des conditions acceptables pendant 2, 3, 4, 5 ans, voire plus, pour certains d'entre eux. Donc cette problématique de l'accueil va devenir centrale en Bretagne, notamment pendant 30 ans, je dirais, du début des années 60 au milieu des années 90. Je précise d'ailleurs, petite parenthèse, il n'est pas dit que nous ne soyons pas actuellement, depuis 5 ans à nouveau, dans une phase avec la troisième poussée des flux étudiants, où la question de l'accueil redevient une question centrale. J'aurais tendance à le penser en voyant quelques débats sur Parcoursup ou APB. Nous sommes à nouveau entrés dans cette phase-là. Alors, deuxième élément, comment répondre à cette question de l'accueil? Bien sûr, ça va exiger de la part des responsables des décisions et des choix, en termes des choix contraints pour partie, d'investissement massif dans l'enseignement supérieur, en matériel et y compris en personnel, et un développement de l'offre de formation d'enseignement supérieur à partir de ce point de départ que vous avez vu, qui est un point de départ extrêmement concentré. Sur Rennes, pour ce qui est la Bretagne actuelle, à 4 départements, avec les petits pôles de Nantes et Angers au tout début, mais qui ne sont pas encore des universités au sens fort du terme. Donc, réponses bien sûr qui se feront sur ce site rennais, je l'ai dit tout à l'heure, avec la création de grands campus qui, je dirais, quadrillent la ville d'une certaine manière aujourd'hui encore, mais surtout, ce qui va être significatif, c'est qu'en Bretagne, c'est vrai dans quelques autres régions, mais notamment en Bretagne, la question de l'accueil à travers un déploiement territorial de l'offre de formation va être une réalité assumée très tôt. Alors, pour une part, c'est une initiative de l'État. Il y a deux mouvements en fait qui vont s'enclencher en Bretagne, qui ne sont pas exactement identiques, mais ils vont nous amener sur notre sujet précis. Première chose, à partir de 55-60, le ministère de l'enseignement supérieur, sous l'impulsion d'un grand personnage qui est Gaston Berger, DGES, directeur de l'enseignement supérieur, et qui est père de la science prospective d'ailleurs, hein, pas n'importe qui, va lancer un processus, alors on dit tantôt déconcentration, décentralisation universitaire. On était depuis 1896 avec 18 pôles universitaires, 16 pôles universitaires en France. Il lance un mouvement de déconcentration à partir de 56-57. On crée des collèges universitaires, soit scientifiques, soit littéraires, puis après quelques-uns juridiques d'ailleurs, de premier cycle d'abord, mais dans les choix qui sont faits en 56-60, c'est des choix de déconcentrer vers les grands pôles urbains, j'entends par là les villes de plus de 100 000 habitants. Alors concrètement, l'Académie de Rennes, on doit voir des cartes là, l'Académie de Rennes, non, c'est l'Académie à 7 initiales, ça va être, vous revenez la carte d'avance, ça va être les choix vers les grandes villes, c'est-à-dire Nantes, qui va devenir autonome comme université dès 1962, et on crée des collèges universitaires à Angers en 58, et à Brest, un collège scientifique en 59, un collège littéraire en 60. Donc déconcentration vers les villes importantes de plus de 100 000 habitants de l'Ouest, étant entendu que ces collèges universitaires tels qu'on les crée, dans l'esprit de l'État et de beaucoup de responsables locaux, c'est l'embryon de futures universités. Et de fait, prenons le cas brestois, qui nous concerne de plus près, le CSU est créé en 59 à Brest, 10 ans après, en 1969, émerge l'UBO comme université de plein exercice, même si elle a encore évidemment, je dirais, de la marge pour se développer dans toutes ses dimensions. Donc, il y a cette première dimension qui déjà, d'ailleurs, met fin au monopole rennais en termes d'enseignement supérieur. Hein. Dès les années 60, Nantes autonome, Brest en émergence, Angers par ailleurs, plus tard Le Mans, mais qui n'était pas dans l'Académie de Rennes. Donc, voilà la première dimension. Mais, ce qui est important pour la Bretagne, me semble-t-il, et avant de laisser la parole à Lisiane, c'est ce que je voudrais rappeler, c'est que presque immédiatement, et ça c'est une spécificité d'une certaine manière, va s'enclencher un processus de déploiement à un deuxième niveau. Deuxième niveau, vers les villes moyennes. Ce qui n'était pas là, ce qui n'était pas, je dirais, véritablement une impulsion nationale. Ce qui n'était pas quelque chose qui était planifié au niveau central, mais qui va être d'une certaine manière une réponse à une situation. Alors, cette réponse, elle va être une réponse, si je puis dire, spontanée en quelque sorte. Je dirais que pour ce processus de déploiement vers les villes moyennes, d'en dessous de 100 000 habitants, je dirais qu'il y a un point de départ symbolique, deux dates symboliques, si je puis dire, que j'ai repérées à travers le travail d'archives que j'ai fait
dans le cadre de ce travail. C'est des choses qui n'étaient pas vraiment connues jusqu'à présent. La première date symbolique, en décembre 1963, se tient, après une rentrée extrêmement difficile à la Fac des Lettres de Rennes, une assemblée de faculté où un certain nombre de gens, et pas n'importe lesquels, notamment André Meignet, grand géographe et doyen, adjoint au doyen de la faculté, dit ça ne peut pas continuer comme ça, il nous faut ouvrir d'urgence des propédeutiques sur des villes moyennes pour décompresser, diminuer la pression. Et d'emblée, il dit d'ailleurs, de cite, en première urgence, Lorient, en deuxième urgence, Saint-Brieuc. Et il y aura d'ailleurs à Saint-Brieuc une tentative pour le faire. C'est un premier acte symbolique et le doyen répercute, transmet au recteur, qui transmet à la DGES, etc. On voit, c'est le premier terme que j'ai vu, moi, disant il faut aller plus loin que les grands pôles urbains pour aller vers les villes moyennes, on a besoin de ça. Et deuxième acte symbolique, cette fois-ci plus officiel, enfin, même si là, c'est traduit par une lettre, hein, dont j'ai la trace du doyen de la faculté des lettres, qui va remonter au ministère. Le 30 mars 1965, on retrouve dans les archives une note signée par quelqu'un dont le nom n'est pas neutre ici en Bretagne, c'est Henri Lemoyle, qui est recteur de l'Académie de Rennes de décembre 1960 à avril 1970. Vous voyez un peu la durée du mandat et l'importance de la période. Lemoyle, qui n'est pas n'importe qui non plus, c'est un chimiste, ancien doyen de la Fac des sciences de Rennes, breton d'origine, de Plozévet, comme chacun sait, et donc qui est un personnage clé de l'histoire bretonne, me semble-t-il, dans cette période. Et donc Henri Lemoyle, répondant à une circulaire ministérielle, on est dans le cadre de la préparation du 5e plan, 1966-1970, il envoie une note signée de sa main, elle est courte d'ailleurs, sur les perspectives, et il élabore quasiment un schéma universitaire de développement pour la Bretagne dans le plan qui suit. Et dans cette note, je crois qu'un des points importants à dire, c'est qu'il dit, il faut bien voir qu'à l'époque, le recteur est président du conseil d'université, de l'université de Rennes, au sens qui couvre toute l'académie. Et il écrit donc, les responsables universitaires, lui et ses collègues du conseil d'université, estiment que le mouvement de déconcentration intellectuelle et universitaire qui a été lancé en 1959, en Bretagne c'est le cas, doit être poursuivi, notamment parce que ça permet de rapprocher l'étudiant de l'enseignement et de faciliter les problèmes de logement, d'équipement, etc., etc. Donc, c'est une prise de position du recteur et du conseil de l'université pour la continuation du mouvement de déconcentration, j'entends par là, au-delà de Brest ou de Nantes, hein, donc vers les villes moyennes. Et de fait, dans cette note où il dit, voilà les opérations qu'il faudra faire sur Rennes, sur Brest, et ça c'est normal, on est dans la politique de l'État, là, il dit en même temps, il faut implanter des formations supérieures sur 3 villes moyennes, enfin, c'est 3 villes moyennes, mais c'est bien ça, sur 3 villes qu'il va citer, je l'ai dit, il faut d'une part implanter des formation générale de premier cycle, à l'époque c'est la propédeutique, première année, scientifique ou littéraire, et d'autre part alors, c'est l'époque où il y a une commission qui travaille sur les futures formations technologiques supérieures, ce qu'on appelle en 65 des IFTS, mais dès janvier 66 paraît le décret de création de ce qu'on va appeler les IUT. Donc on est déjà dans la préparation des IUT. Et donc, il dit, sur 3 villes, il faut créer cela. Alors ces 3 villes, je vous les cite parce que ça nous introduit au sujet véritablement. Ces 3 villes, c'est une au nord, Saint-Brieuc, où il faut implanter formation propédeutique, lettres et sciences et un IFTS. Et 2 villes en Bretagne Sud, Quimper, avec une formation plutôt à dominante littéraire et un IFTS, futur IUT, dans des domaines connexes. Et d'autre part, Lorient, formation générale plutôt scientifique et des formations technologiques, IFTS, en liaison avec la mer, la pêche, etc. etc. Donc, c'est un coup d'envoi. Alors, un coup d'envoi, ça ne veut pas dire que ça va se traduire immédiatement dans les faits. Notamment, juste un mot que je voudrais souligner, c'est que dans cette deuxième partie de sa note, il me semble que Lemoyle et le conseil de l'université de Rennes vont au-delà de ce qu'est la politique affichée par le ministère. La preuve, lorsque le doyen de lettres de Rennes avait demandé qu'on ouvre une propédeutique à Lorient ou à Saint-Brieuc, il s'était fait retoquer. Et le ministère avait dit non, ce n'est pas l'ordre du jour. Donc là, on va au-delà, et un schéma d'organisation de l'enseignement supérieur est déjà proposé, pour autant que les acteurs s'en saisissent. Alors,
Le ministère ne répond pas à le moelle sur ce terrain-là. Hein. Dans le 5e plan, ce n'est pas si évident. Il va y avoir tout un débat sur l'implantation des IUT, hein. Mais les premiers IUT sont créés à Rennes et Brest. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre un espace, me semble-t-il, pour que les acteurs des villes moyennes puissent se positionner. Et c'est ce qui va se faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre d'acteurs de villes moyennes vont effectivement, dès cette période 65-75, vont commencer à se positionner sur l'implantation de formation supérieure. Mais je passe là la parole à Lisiane, puisque, bien évidemment, c'est notamment en Bretagne Sud qu'il va y avoir une réponse, en quelque sorte, à ce qui était une ouverture de la part du recteur et du conseil de l'université. Lisiane. Alors moi, je vais effectivement vous évoquer en fait l'enseignement supérieur en Bretagne Sud de 65 à 85. Donc ce qu'on a appelé une préhistoire essentielle à la création de l'UBS. Donc cet exposé, en fait, je vais le faire en 3 actes. Et il faut remonter quelques années en arrière, puisque je suis remontée effectivement jusqu'en 62 pour trouver les premières mentions d'une université en Bretagne. Excusez-moi, voilà. Voilà. Et donc le premier, enfin un des premiers en fait, qui souhaitait une université à Lorient s'appelait Gian Giovanelli. Il était à Rennes et déjà en fait à l'époque il scandait dans les rues de Rennes en fait une université à Lorient. Il avait, lors de notre entretien, c'est déjà en fait ce qu'il avait imaginé. Donc Gian Giovanelli, donc personnage important qui, quelques années après, sera aux côtés de Louis Pinsec au lycée. Et plus tard, il se retrouvera en fait à côté de Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée nationale et ça a toute son importance pour la suite. Donc, une autre personne importante qui a été citée, c'est Henri Lemoyle, le recteur Henri Lemoyle, qui était surnommé le recteur bâtisseur, qui évoquait déjà « Rennes et Brest sont pris à la gorge et un éclatement paraît souhaitable ». Donc ce sont des propos du recteur Henri Lemoyle qui proposait déjà que Lorient devienne le 3e pôle universitaire de Bretagne. L'histoire de l'Université de Bretagne Sud était en train de s'écrire. Donc le premier acte, donc les premiers enseignements supérieurs, il faut repartir à partir de 1966, un petit état en fait du contexte. Nous sommes en plein essor économique, donc au moment des 30 glorieuses, donc massification des effectifs, puisqu'en fait il est prévu un triplement des effectifs du supérieur dans les 10 prochaines années. La création des IUT dès 1966, puisque c'était une réponse au manque de cadres intermédiaires au niveau des enseignements technologiques. La loi Faure, qui a adopté, après les mouvements de 68, la personnalité morale aux universités et une autonomie administrative pédagogique. Et enfin, en fait, la présence de Raymond Marcelin, qui était député du Morbihan, président du Conseil général, maire de Vannes, à des postes en fait, donc de ministre délégué chargé du plan jusqu'en 68, et ensuite ministre de l'Intérieur après les mouvements de 1968. Finalement, en fait, alors que Lorient, on aurait pu penser qu'elle allait démarrer tout de suite, c'est finalement Vannes qui va démarrer dès 1966, sous forme en fait d'un institut communal, puisque le maire de Vannes en fait crée l'école de droit. Et la capacité en droit sera la première formation enseignée. Donc, à titre d'anecdote, les premiers cours sont donnés dans la cour d'assises de Vannes, au plus grand scandale du procureur en fait, qui voyait sa place prise par un professeur. Et quelques années plus tard, en fait, l'école de droit et les formations de sciences économiques intégreront le château de l'Hermine. 69, donc Vannes ne perd pas de temps puisqu'il y a l'ouverture d'un DUG de sciences économiques qui est quand même la première délocalisation d'une université rennaise en Bretagne Sud et qui suivit en fait en 1970 par la création d'un département d'IUT profitant de la loi de 66 qui aujourd'hui est appelé GEA, que tout le monde connaît. Donc cette décision a été prise par Raymond Marcelin, donc une décision politique qui est une réponse aux besoins économiques. Donc un autre élément favorable, c'est que Jean Lebotte, qui était directeur de l'UT à Rennes 1 et président des IUT de France, est très favorable à l'implantation de cette UT à Vannes. Donc la direction est confiée à un jeune assistant, Jo Cargueris, ici présent.
Donc Vannes ne perd toujours pas de temps puisque nous sommes en 71, toujours rien à Lorient, et Vannes ouvre un deuxième département d'IUT en statistique. Alors là, c'est la carte de la rareté qui est privilégiée. Donc Jean Le Nouvel, ici présent également, donc jeune assistant rennais, vient à Vannes pour en assurer la direction. Et donc du coup, il y a eu en fait ce choix de faire statistique informatique, puisque l'objectif c'était de dire si les étudiants ne trouvent pas forcément d'emploi dans le domaine de la statistique, ils pourront se rabattre sur l'informatique qui était quand même très, très demandée à cette époque. Et du coup, deux départements, l'IUT de Vannes est créée dès 1971. Alors ce qui peut être surprenant, c'est que tous les enseignements dépendent de Rennes 1. Or, l'IUT de Vannes est rattachée à l'université de Rennes 2, parce que l'université de Rennes 2 était la seule université qui n'avait pas de département d'IUT. Et pour un équilibre en fait au niveau de la Bretagne, ce choix a été fait dans un consensus. Donc, il faudra finalement attendre jusqu'en 1972 pour que Lorient en fait démarre. Donc, sous forme, c'était un choix de la ville de Lorient aussi, d'installer en fait un DUG de mathématiques sous la direction de Jean-Jacques Kemner, qui était jeune maître de conférence qui venait d'arriver en fait à l'université de Bretagne occidentale. Donc ça s'appelait le Centre universitaire du Pays de Lorient, qui est inauguré dans les locaux d'une école maternelle à Merville. Ils resteront un an, ils iront dans une autre école un peu plus primaire à rue de Londres. Et donc sur la photo au milieu, vous pouvez reconnaître Marcel Andreau et Jean-Jacques Kemner. Alors c'est quand même important puisqu'il s'agit du premier acte d'implantation universitaire lorientais qui a souvent été oublié. En 1973, il a fallu quand même attendre quelques années avant d'obtenir la création d'un premier département d'IUT en hygiène et sécurité. Cette ouverture avait été annoncée un an plus tôt par Raymond Marcelin. Alors que les domaines proposés pour Lorient étaient en fait en phase avec le secteur économique, l'industrie mécanique, construction navale, génie électrique, finalement c'est un domaine expérimental qui a été retenu, l'hygiène et la sécurité. 1975, ouverture de deuxième département, donc dans le domaine du génie thermique. Et cette ouverture permet la création de l'IUT de Lorient qui est rattachée en fait à l'UBO et plus précisément à Quimper. Il y a une poursuite des délocalisations universitaires puisque en accord avec l'Université de Bretagne occidentale, une section économique est ouverte à Lorient avec la capacité en droit. 1976, donc là on voit que ça prend un peu plus d'ampleur puisqu'il y a la deuxième année du doc sciences économiques. Jean-Jacques Kemner qui a pris la direction de l'IUT de Lorient et qui est bien occupé en fait avec l'IUT en fait, qui prend de l'ampleur, a décidé de se consacrer à l'IUT et confie en fait la direction du centre universitaire du Pays de Lorient à Bernard Landais, qui est un économiste. En 1979, donc l'IUT s'est beaucoup développé. Les enseignants-chercheurs en fait, ont privilégié l'intégration à l'IUT et ont un peu délaissé le DUG qui existait. Donc assez naturellement, le DUG de maths physique ferme. 1984, donc là c'est un moment assez important puisque finalement le centre universitaire de Pays de Lorient qui avait un certain dynamisme surtout dans la partie droit, enfin sciences économie, ferme. Donc Jean-Yves Le Drian a été élu 3 ans plus tôt maire de Lorient et il décide avec le président de l'UBO de le fermer. Les choix vont se porter plutôt sur les formations technologiques à travers l'IUT. Donc cette fermeture s'effectue dans un climat très tendu, avec une incompréhension bien sûr pour les enseignants qui en faisaient partie. Il s'agit d'un cas exceptionnel de fermeture d'antenne, donc en 1984. Donc avec l'installation de tous ces enseignements, le premier acte en fait s'achève et la brèche est ouverte pour aller plus avant. Donc l'acte 2, en fait, donc là je vais parler de l'esquisse d'une 4e université, la période 1985-1990.
avec un contexte politique et économique favorable, puisqu'il y a eu une réforme de l'enseignement supérieur avec la loi Savary, l'élaboration du schéma Université 2000 et le lancement des premiers contrats de plan en 1990. La Bretagne, c'est environ 2,8 millions d'habitants, avec une projection de plus de 3 millions donc en 2020, avec répartis principalement dans les bassins de Lorient et Vannes. Et donc, comme le disait André l'Espagnol un peu plus tôt, il y a un fort taux de scolarisation en fait en Bretagne, puisque c'est 56%. À côté de ce contexte économique, en fait, donc il y a les enseignements à l'UT qui prennent leur essor et les enseignants-chercheurs en fait qui sont en fait sur place n'ont pas en fait d'activité de recherche et ils veulent vraiment implanter leur laboratoire à proximité. Et le premier laboratoire sera en fait sera axé sur la sécurité, les conditions de travail et la pêche maritime, en accord avec l'UBO, et Patrick Dorval en prendra en fait la direction. Ces recherches sont toujours d'actualité puisque cette activité existe toujours actuellement à l'UBS. Très vite, en fait, un autre laboratoire dans le domaine d'hygiène publique industrielle verra le jour. C'est un laboratoire qui travaillera sur les analyses d'eau. Et cette activité également, en fait, on voit bien, est toujours présente à l'université à travers le laboratoire de LBCM, biologie et chimie marine. Biotechnie et chimie marine. À Vannes, en fait, la recherche est moins une préoccupation par rapport aussi au secteur. Donc, la pénétration en fait, des enseignements se fait plutôt à travers les stages dans les entreprises vannaises. Donc, plusieurs laboratoires existent en fait à l'IUT. Donc, on voit bien qu'il y a une réelle demande d'implanter une structure de recherche en tant que telle. Donc, profitant du 9e contrat de plan, il est décidé, implanté, de créer en fait un centre de compétences, un centre de technologie qui s'appellera le Centre de génie industriel et qui sera installé en fait à Guidel-Plage. Donc en septembre 85, il sera inauguré en fait devant plus de 300 invités de marque. Donc, Firmin Tuffin déclara à ce moment-là, je le cite parce que c'est important, vous comprendrez pour la suite, il n'hésitera pas à comparer en fait le CGI à une Silicon Valley. Donc l'ossature de l'université se construit parce que vous comprenez bien la formation, la recherche s'organise et l'idée est lancée. Et l'idée est lancée en fait en 1986 par 3 députés que vous pouvez reconnaître sur la photo. Donc à gauche Jean-Yves Le Drian, au centre Louis Le Pinsec et à droite Jean Giovanni. Il propose une université de Bretagne Sud qui irait en fait de Quimper à Vannes, donc surtout la partie sud, avec la partie quimpéroise qui serait en fait consacrée aux lettres, Lorient les sciences et Vannes droit, sciences, économie. Bien sûr, ça a été une onde de choc puisqu'il y aura plusieurs réactions très très virulentes. Firmin Tuffin déclara dans la presse qu'il ne veut pas d'université de pauvres pour les pauvres. Pierre Pavec, qui était très surpris à l'annonce d'université, mais lui, en fait, c'est surtout parce qu'il n'a pas été associé en fait à ces débats et qu'il a découvert en fait. Et Bernard Landais, en fait, qui vient de vivre la fermeture du centre universitaire de Lorient. Donc là, moi, je m'arrête là pour repasser la main donc à André l'Espagnol, et donc je reprendrai la fin. Juste une brève séquence voilà, pour insister un peu sur, je dirais, sur le caractère non inéluctable de la montée en puissance des sites de Lorient-Vannes vers une université. Certes, la lettre des 3 députés socialistes, je crois qu'il y a même un 4e qui est Peusiat de Douarnenez qui la signera après, elle crée une onde de choc. C'est effectivement c'est un coup politique en partie aussi d'ailleurs. Hein. C'est un coup, ça ne veut pas dire pour autant que les choses soient faites, loin de là. Et je voulais simplement souligner en 2-3 minutes là, tous les obstacles et les résistances qui, à ce moment-là, existaient face à la perspective de création d'une université en Bretagne Sud, pour qu'on ne croit pas qu'il y a un processus linéaire, inévitable. C'était loin d'être le cas. Alors, première chose, Lisiane vient de l'évoquer, à travers les réactions qui ont été affichées là, on voit bien qu'il y a des réticences urbaines, si je puis dire, des résistances et des divisions. L'initiative, elle était quand même principalement lorientaise.
si le pain sec est de Quimperlé, c'est autour de Lorient quand même que ça s'est fait. Et clairement, Vannes n'a pas été associé, d'où les réactions de Pierre Pavec, maire de Vannes. Les universitaires vannetains n'étaient pas au courant non plus et n'ont pas sauté comme des cabris en disant vive une 4e université à ce moment-là. Le Conseil général était, je ne sais pas si c'est exprimé publiquement, mais était plus ou moins sur la réserve. Et puis d'autre part, dans le projet, dans la lettre des 3 députés, le projet Bretagne Sud, c'est un projet sur 3 villes, avec Quimper. Avec Quimper, qui n'avait pas été consulté non plus d'ailleurs, et où visiblement, là ça va durer plusieurs années, les avis sont très partagés. Très partagés car un certain nombre de forces quimpéroises réagissent pour. Par exemple, la Chambre de commerce de Quimper va être plutôt pour, jusqu'en 95 d'ailleurs. Hein. Donc il y a des forces pour. Certains élus ne sont pas sans y être intéressés. Jean Peusiat, député de Douarnenez, qui dit mais pourquoi pas, et il va signer après coup la lettre dont on a parlé. Et le milieu universitaire quimpérois lui-même, où il y a déjà, comme à Lorient et à Vannes, une antenne, un IUT, ça a déjà été évoqué, est lui-même partagé. Ceci étant, ces incertitudes quimpéroises ne font qu'accentuer, alors par contre, ce qui va être l'hostilité brestoise. Parce que, y compris au niveau des élus brestois, une université de Bretagne Sud appuyée sur Quimper, c'est perçu comme une amputation et comme une concurrence. Et donc, du côté des élus brestois et plus largement finistériens, même si le pain sec est aussi finistérien, hein, donc pas tous les finistériens, mais une bonne partie, il y a ces réticences. Deuxième chose, réticence aussi du côté universitaire. Alors, les Rennais n'étaient pas dans le coup, et ils ne se sont pas manifestés, je ne suis pas sûr qu'ils étaient extrêmement enchantés. Hein. Vu de Rennes 2, le lien avec l'IUT de Vannes fonctionnait bien et c'était pas a priori quelque chose d'évident qu'on perde le seul IUT rattaché à notre université. Du côté de Rennes était plutôt en train de réfléchir à de nouvelles implantations d'antennes sur le site vannetais, ce que va amplifier le président Ardouin à partir de 1988. Et puis alors surtout, c'est qu'au niveau brestois, c'est l'UBO, alors là, qui va être vent debout, si je puis dire, contre le projet de Bretagne Sud. Alors, avec Firmin Tuffin, président à l'époque de 87 à 92, Firmin Tuffin, bien évidemment, à l'offensive, avec le style direct qui le caractérise, et la fameuse formule qu'il a lancée en 1988 en est évidemment le paroxysme, mais plus largement, derrière Firmin Tuffin n'était pas isolé. Je crois que beaucoup de forces au sein de l'UBO voyaient ce projet d'UBS Quimper-Lorient-Vannes comme un mauvais coup, parce qu'il les amputait d'un site quimpérois où ils avaient beaucoup investi en termes humains, hein, clairement. Et puis, c'était aussi, alors j'ai entendu ça souvent chez les Brestois, le risque de réduire l'université de Brest à une université du Léon, ce qui ne faisait pas grand plaisir à nos amis brestois. Donc, clairement, il y a une hostilité brestoise. Il y a des réserves sans doute rennaises, mais il y a une hostilité brestoise déclarée et qui se manifeste publiquement, vous l'avez évoqué, et pas seulement par le président Tuffin. Donc avec un argumentaire hein, qui est de dire il faut 2 pôles en Bretagne et pas plus. Rennes, Brest. Et puis dernière chose, au niveau des réticences et obstacles, je crois qu'on est là dans l'analyse territoriale, mais n'oublions pas que l'enseignement supérieur dépend de l'État. Et qu'il faut voir qu'est-ce qui se passe au niveau du ministère. Or, nous sommes en 1986, dans une période où il n'y a pas encore eu de basculement vers, je dirais, un nouveau déploiement territorial. Clairement, au niveau de l'État, l'idée qu'on va créer comme ça de nouvelles universités n'est pas encore mûre, et ça va durer assez longtemps. L'idée qu'à partir de villes moyennes comme Lorient-Vannes, on puisse créer une nouvelle université, elle ne va pas de soi, à la DGES, à la direction de la recherche, dans les ministères, et je dirais que si on allait chercher du côté de Bercy, on trouverait encore moins de partisans de la création d'une université qui ne peut être perçue que comme un coût supplémentaire. Donc, voyons bien, et je termine là-dessus pour redonner la parole à Lisiane, que même cet acte choc un peu de la lettre « Pourquoi pas une 4e université en Bretagne ?», c'est pas un acte de naissance. Ça ouvre une nouvelle phase. Alors, avec un mot pour terminer, une nouvelle phase, mais dans un nouveau contexte qui va être exploité, c'est que 86, c'est pas neutre. La lettre des députés elle-même, elle survient au lendemain de la crise de Vaquet. C'est-à-dire, on est au début de la 2e grande poussée des flux étudiants,
où les étudiants arrivent dans les universités et ça déborde de partout, et où il y a eu, contre des tentatives de sélection à l'entrée de l'université, ou présumait-elle, un mouvement d'une extrême ampleur qui a secoué effectivement la France. La France et le pouvoir qui à l'époque, il y a eu une alternance, qui est le pouvoir Chirac Premier ministre, Monory ministre, et Devaquet était ministre délégué à l'enseignement supérieur. Donc il y a ce contexte-là, mais avec, je dirais, qui rembrasse les cartes en même temps. Donc à court terme, rien n'est gagné, certainement, mais on entre dans une nouvelle période. Et c'est dans cette nouvelle période que, effectivement, un certain nombre de chances vont pouvoir être saisies. Mais je redonne la parole à Lisiane là, pour l'analyse concrète de ce qui se passe ensuite en Bretagne Sud. Donc, en 1987, Giovanelli devient le porte-parole du projet UBS. Bien sûr, ses arguments, c'est le nombre croissant d'inscriptions dans l'enseignement supérieur, l'absence d'une structure universitaire en Morbihan qui influe sur son développement économique. Il a bien aussi remarqué que la recherche universitaire est un facteur extrêmement important et qui devrait être développé en Bretagne Sud. Et ensuite, en fait, une année aussi importante où là, en fait, Lorient et Vannes vont sceller leur union et décident en fait de mettre au profit de l'intérêt général, en fait, leur rivalité de côté. Donc, ils sont invités à trouver un terrain d'entente sous l'autorité effectivement de Raymond Marcellin parce que ça sera la seule possibilité, de développer en fait donc l'enseignement supérieur et la recherche dans le Morbihan. Et donc très symboliquement, en fait, Jean-Yves Le Drian et Pierre Pavec se serreront la main lors d'une réunion à Saint-Brieuc. Et donc on parlera du Yalta Lorient-Vannes en fait à l'époque. Dans la presse, en fait, c'était un. C'est Nouvelle France. Hein, ouais. Et donc ça nous amène en fait à l'acte 3, en fait, sur les années 90-94, qui va aller du pôle universitaire à la 4e université de Bretagne. Donc un point sur les résonances nationales. D'une part, en fait, le contexte, puisqu'on est toujours dans cet afflux d'étudiants, comme vient de le signaler donc, André Espagnol. Et aussi un point très important, c'est l'adoption du plan de modernisation des universités. À l'époque, c'est Claude Allègre qui est en fait conseiller spécial et qui va mettre en œuvre ce plan. Et en juin 90, donc à relever, Claude Allègre donne une interview en fait au journal Le Monde, dans lequel effectivement donc il indique que toutes les universités ne peuvent pas être Harvard ou Oxford. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est donc je vous l'ai mis, c'est qu'il éclaire d'autre part que plusieurs régions sont saturées, qu'il faudra prévoir d'autres créations. Et il précise dans cet article, c'est le cas en Bretagne par exemple, donc avec en tête la 4e université de Bretagne. Donc, suite à la partition, en fait, il y aura encore des hostilités de la part de Firmin Tuffin, en fait, pour bloquer, en fait, donc cette avancée. Mais donc, ça ne fonctionnera pas, parce qu'il sera rappelé à l'ordre par le conseiller du ministre. 1991, donc une année charnière, avec le plan Université 2000 qui est voté, en fait, pour la Bretagne. Donc, avec cette bipolarité Rennes-Brest qui est en fait fortement disproportionnée au profit de Rennes. Donc là, il faut vraiment répartir en fait une carte et retrouver un équilibre. Il y a 4 projets d'université à l'époque qui sont envisagés. Donc, université en milieu rural, un projet multisite reposant sur les nouvelles technologies de communication, un projet lorientais ou un projet vantais. Nous sommes en 1991. Il y aura, oui, début mars 91. Donc, les conditions posées, ça serait donc d'attendre 95, de privilégier quand même une collaboration Vannes-Lorient avec en fait aussi une collaboration avec les autres universités pour ne pas se rentrer en concurrence. Et le tournant en fait en 91, ça sera le comité interministériel d'aménagement du territoire. Donc, dans lequel, en fait, le schéma de développement des enseignements est débattu et qui est mis à l'ordre du jour. Et donc, les forces vives locales présentes obtiennent une position qui sera, en fait, déterminante, puisqu'ils érigent Lorient et Vannes en pôle de développement universitaire. Donc, pas en université, mais en pôle de développement universitaire. Et donc, ça impose, en fait, la gestion, en fait, unique du site avec des DUG et
la mise en place d'un nouveau dispositif, ce sont les IUP. Donc le processus est lancé et c'est Jean Mounier, en fait, qui est l'ancien président de Rennes 2, qui est missionné, en fait, pour réfléchir à la mise en place de ce pôle et des IUP, en fait, et des IUP. Donc là, en fait, Lorient comme Vannes donc, intensifie, en fait, les développements. Donc sur Lorient, il y aura en fait la première délocalisation de Rennes 1 avec le Dust Matériaux. Il y aura en fait des formations en fait, d'histoire. Donc il y aura les formations LEA, LCE, Histoire, donc assez classiques. Donc là on reconnaît en fait Gérard Le Boudec et François Chappé. Donc c'est la délocalisation là, de Rennes 2 à Lorient. À Vannes, le pôle universitaire aussi se développe avec des formations en droit et en sciences économiques. Et en 93, donc, ce qui était demandé s'implante avec les instituts universitaires professionnalisés. Et c'est un institut, un IUP qui est dans le secteur génie industriel, qui est dans la continuité en fait, des enseignements déjà de l'IUT. Et à Vannes, en fait, ça sera également en fait, dans la continuité des enseignements d'IUT, avec l'ouverture d'un IUP génie informatique et statistique. Donc une petite carte, enfin un tableau plutôt qu'une carte, pour vous montrer en fait que les enseignements se sont très vite développés, puisque très vite on atteint entre Lorient et Vannes plus de 4600 étudiants dans les différentes formations en fait DUT jusqu'aux IUP. Donc cette carte pour vous montrer en fait l'implantation des universités mères, et on se rend compte qu'à Vannes, Rennes 1, Rennes 2 sont implantés, et à Lorient nous avons Rennes 1, Rennes 2 et l'UBO. Donc il y a quand même un vrai essaimage en fait dans la Bretagne, dans Morbihan, dans la Bretagne Sud, des universités mères. Donc ce tableau aussi, parce que c'est vrai que souvent on parle de l'UBO, mais finalement l'UBO représente 28% des universités mères, Rennes 2 40% et l'université de Rennes 1 32% pour les deux sites. Donc les fondations sont en place, la recherche aussi s'est développée, les enseignements, mais il n'y a toujours pas d'université en vue. Et le contrat de plan, les négociations approchent, et là, ça va monter en puissance au niveau des négociations. Donc quand l'attaque devient la meilleure défense, puisqu'en fait là, on se lance vraiment dans une bataille qui sera assez rude pour ouvrir une 4e université en Bretagne. Il y a 3 strates qui vont interagir des deux côtés, élus locaux, universitaires et ministères. Et en fait, ne voyant rien venir, en fait, il y a un collectif qui regroupe les organisations morbihanaises sous un peu le pilotage de Marcel Andro, qui vont intensifier en fait les rencontres, les pétitions. Donc ça sera assez virulent. Nous sommes en 93. Donc le 15 novembre 93, Gian Giovannini écrit à Édouard Balladur et réclame à corps et à cri en fait la création d'universités dans le Morbihan. Et la réponse en fait du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en fait, qui sera très rapide, va vraiment renforcer toutes les craintes qu'il avait, puisqu'il est déclaré que la création d'un établissement autonome paraît encore prématurée. Donc Raymond Marcellin, donc faut voir en fait comment ça se positionne au niveau du pouvoir et du côté du pouvoir en fait, et il écrit en fait à François Fillon que le temps est venu de concrétiser. Donc plusieurs événements favorables pour la création de l'Université Bretagne Sud. L'élection en mars 91 d'André Laspagnol à la présidence de Rennes 2. Donc il est conscient en fait du retard de scolarisation du Morbihan, et donc comme je vous ai montré la carte tout à l'heure aussi de l'essaimage des universités en fait mères en Bretagne Sud. Juste un mot, Rennes 2 a été toujours en faveur du développement de la Bretagne Sud. Ça a commencé sous Jean Mounier, mon prédécesseur, qui a créé la première implantation de Deug à Lorient, qui est en LEA en 89. Et préparer l'implantation d'histoire qui se fait sous ma présidence. Et Rennes 2 a activement contribué à la création de l'IUP sur le site Vantais. Donc je crois qu'il faut étendre le propos au-delà de ma modeste personne. Oui, à l'IUT de Vannes. Donc l'élection de Jean-Claude Baudéré donc à la présidence de l'UBO, qui sera aussi importante, puisqu'il
n'a pas en fait souhaité empêcher le développement. Il avait posé une condition en fait, c'est de laisser Quimper dans le giron de l'UBO, donc dans le Finistère. Et il donnera son accord quelques jours. Alors l'accord qu'il a donné en fait lui sera tout le temps reproché. Et en mars 1993, la nomination de Pierre Lostis, qui était conseiller recherche et qui sera nommé en octobre 1993 recteur de l'Académie de Rennes. Donc il aura un rôle extrêmement important également, puisqu'il a des liens privilégiés aussi avec Raymond Marcellin et il sera un peu déjoué en fait toutes les tentatives d'avortement de la 4e université. Donc l'université de Bretagne Sud est officiellement créée, il ne reste plus qu'à l'annoncer. Donc le 7 février 1994, donc on peut dire que c'est la victoire collective du Morbihan. Hélas, l'annonce passera presque inaperçue parce que lancée dans un climat de tension extrême avec les marins-pêcheurs, cette journée en fait sera marquée par l'incendie du Parlement de Bretagne. Et donc la déclaration sera la suivante. Je connais votre demande de création d'une 4e université en Bretagne. Cette demande sera satisfaite. L'université de Bretagne Sud se développera à partir des sites de Vannes et de Lorient. Et cette université sera donc complémentaire aux universités de Rennes 1 et 2 et de l'UBO. Donc après en fait cette déclaration, il y aura un groupe de travail en fait sous la présidence de monsieur Elmary, qui est inspecteur général, qui sera mis en place et il aura en fait en charge de préparer le dossier qui remettra le 30 août 1994. Et l'université de Bretagne Sud sera officiellement en fait déclarée par le décret du 7 février 1995. J'ajoute un mot peut-être sur ce processus qui va vers la création. À propos des facteurs favorables, on a parlé de choses profondes, on a parlé des stratégies d'acteurs, bien évidemment. Je crois qu'il faut souligner aussi que cette création, je dirais, elle passe dans un trou de souris d'une conjoncture politique favorable. D'une part, c'était un point important, alors que la France connaît toute une série d'alternances politiques de 86 à 95, dans les sens. Le fait qu'il y ait eu un accord en 88, comme vous l'avez dit, entre Lorient et Vannes, avec des élus de sensibilités politiques différentes, va annuler l'impact de ces alternances. C'est-à-dire que quelle que soit la majorité au pouvoir, l'alliance Lorient-Vannes est constituée en 88 et elle va aller jusqu'en 95 et au-delà. Hein. Et donc ça pèse. Et deuxième chose, il y a une conjoncture quand même très particulière. C'est l'historien qui parle, on est en 93-95, c'est le gouvernement Balladur. Alors gouvernement Balladur, d'accord, mais c'est d'un Balladur qui est candidat à la présidence de la République contre le chef de son parti, un certain Jacques Chirac, et qui donc est en quête d'appui. Et clairement, mais je parle sous contrôle de la Joker Iris, c'est clair que Balladur cherchait des appuis en Bretagne, et que notamment il y a eu une négociation off avec Raymond Marcellin et ceux qui l'appuyaient autour de ce dossier-là. Je pense qu'on peut le dire comme ça, que donc c'est une conjoncture politique très particulière qui s'exprime parce que la Bretagne Sud avait raté la première phase de création d'une université nouvelle de 91. Je rappelle qu'en 91, on crée 4 universités en région parisienne et 2 universités dans le Nord-Pas-de-Calais, dont une littorale comme la nôtre, Dunkerque, Calais, Boulogne. Et ici, c'est un pôle de développement universitaire. Et donc, seule, elle est créée dans cette période 94-95 dans une conjoncture politique très particulière. Je crois que là, il y a eu l'exploitation heureuse, en quelque sorte, d'une conjoncture politique, mais tout cela, bien sûr, sur un fond préalable de développement. Tout ce que vous avez dit sur la mise en place progressive des différentes briques de ce qui peut constituer une université, c'est évidemment la condition préalable, de même que les accords politiques entre la ville de Lorient et la ville de Vannes, chapeauté par le département, et j'ajouterai un autre acteur dont on a peu parlé, mais qui, depuis les années 60, a toujours appuyé cette démarche, qui est la Chambre de commerce, la CCI du Morbihan, basée à Lorient, mais dont le périmètre englobait le département, et qui a toujours été en appui de cette démarche, ce qui n'a pas été le cas partout en Bretagne, par exemple à Saint-Brieuc. Donc je crois que c'est cette conjonction aussi qui est à noter, mais avec donc cette conjoncture politique très particulière qui effectivement donne naissance en février 1995 à l'UBS. Alors bien évidemment, ça justifie un peu, si je puis dire, la pirouette du titre, université improbable,
université qui n'était pas, inévitable, si je puis dire. Donc simplement, il y a eu utilisation d'opportunités sur la base de forces en développement dans une conjoncture donnée. Donc je crois que c'est un peu ça la synthèse. Alors, maintenant, la conclusion, donc j'étais déjà un mot dans la conclusion en disant qu'on est là pour l'image utilisée par François Jacob dans son livre sur la recherche scientifique entre le hasard et la nécessité. C'est un peu l'un, un peu l'autre. En tout état de cause, donc c'est une conjonction de facteurs qui permet la création de cette université. Cette université, donc, qui est officiellement née le 5 février 1995, qui va connaître encore une phase de mise en place sous la houlette de l'administrateur provisoire Maurice Lièvremont, puisqu'elle est en phase transitoire encore pendant 4 ou 5 ans, 5 ans, jusqu'à l'élection de ses premières instances dans un nouveau contexte qui est le cadre d'une université de plein exercice ordinaire. Donc elle continue son processus de développement. Et puis, le dernier mot que je vais dire dans cette conclusion, c'est en quelque sorte le petit pousset du paysage universitaire breton. C'est la 4e, dans un paysage où il y a les deux pôles, le pôle historique de Rennes, bien sûr, avec ses 2 universités et pas mal de grandes écoles, et le pôle brestois, qui est quand même né en 59 et qui donc a eu le temps d'émerger. Donc comment va-t-elle se positionner dans cet ensemble à un moment où se pose déjà, un petit rappel historique, là, la question de la recomposition du paysage universitaire français. Là, je parle en connaissance de cause parce que j'étais aux affaires. Dans la convention U2000 pour la Bretagne, ce qui est signé à Rennes en décembre 1991, il y a déjà la proposition du ministère que se crée un pôle universitaire européen Rennes-Nantes. C'est un premier ballon d'essai pour une recomposition. Ça n'aura pas de suite à court terme. Et puis, à partir de la fin des années 90, je pense déjà, les idées commencent à émerger en Bretagne sur il faut regrouper des choses. Il va y avoir une première tentative de pôle européen rennais, qui va déboucher en 2001 sur une structuration en GIP. Et la région Bretagne lance l'idée alors d'une université de Bretagne, associant les universités, des écoles, l'IEFM. Ça débouchera aussi en 2001. Donc on est lancé dans un processus de recomposition et l'UBS, à peine née, va avoir à se positionner là-dedans. Elle va avoir à se positionner dans un paysage extrêmement mouvant. Je ne vais pas rappeler tous les épisodes. Ce sera l'Université de Bretagne, ce sera ensuite l'appel à projet sur les presses, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, où l'UBS va être partie prenante, la création d'un réseau sur les universités de l'Ouest au niveau de la coordination des formations, et puis jusqu'à l'UBL. On est dans l'actualité proche là. Donc la question qui est posée, c'est cette université jeune, à peine née, va être confrontée à la question de son rapport aux autres acteurs universitaires dans un paysage qui se remet en mouvement, alors qu'il avait été stabilisé pendant 30 ans. Et donc, pour elle, si je puis dire, des interrogations en termes de stratégie. Ces interrogations, elles apparaissent dès 2000, 2001. Faut-il adhérer à l'Université de Bretagne et pourquoi faire comme ça, ou bien y aller vraiment? Faudra-t-il adhérer aux presses et quelles presses, dans quel périmètre? Et au-delà, à l'UBL. Et puis c'est une question qui est la question d'actualité aujourd'hui. Si j'en crois les événements et même la presse, je crois qu'on est en plein dedans. Alors, bien évidemment, ma conclusion n'est pas une conclusion, c'est une ouverture d'un débat. Ce n'est sûrement pas à moi de conclure, et je ne suis pas sûr que personne pourra conclure ce soir. On est plutôt dans un débat, work in progress, si je puis dire, pour l'UBS comme pour les autres, car c'est un sujet qui n'est pas un sujet propre à l'UBS. Comment recompose-t-on et pourquoi faire le paysage universitaire en Bretagne? C'est une question lourde, c'est une question qui taraude un peu les acteurs, les responsables, notamment depuis 15 ans. Elle n'est pas simple, on est beaucoup ici à avoir été confrontés à cette question. Je dirais qu'elle peut mériter quelques débats et quelques questions. En tout cas, nous sommes arrivés au bout de notre contrat de présentation de ces conditions de naissance de l'UBS, université improbable et nécessaire, université qui a émergé. Et donc maintenant, à vous la parole. Merci.